Suivre cette édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. La 22e séance du Conseil des ministres s'est tenue et sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, plusieurs textes ont été approuvés et examinés. Réponse avec les porte-parole du gouvernement. Et la piste terroriste est prise au sérieux. Accident ou attentat, le mystère reste entier. Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la 22e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés. Écoutez le porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf pour les 9 premières questions, largement consacrées à des projets d'affectation de plusieurs parcelles de terrain. Sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa 22e séance en ce mardi 3 novembre 2015. Était inscrit à l'ordre du jour 10 questions. La première question est relative à une communication du ministre des Affaires étrangères sur la coopération Inde-Djibouti. Suite à la visite en Inde du chef de l'État et sa rencontre avec le Premier ministre indien, de nombreux projets ont été soumis au financement sous forme de dons et de prêts concessionnels. Il s'agit du financement du chemin de fer Nord, le financement d'un incubateur pour les PME, PMI, un financement pour le secteur de la pêche et celui de l'irrigation, ainsi que des financements pour développer l'énergie solaire et l'éclairage public. Le gouvernement indien a exprimé sa disponibilité pour accompagner notre pays dans le cadre de ces projets. Djibouti a été également vivement remercié par le Premier ministre indien pour ses efforts d'évacuation des ressortissants indiens suite au déclenchement du conflit au Yémen. Et la deuxième question concerne une communication faite par le ministre de l'Agriculture sur l'état d'avancement du projet Eau dessalement. Ce projet financé à hauteur de 57 500 000 € est destiné à la construction d'une usine capable de produire 22 500 m3 jour. Cette usine peut évoluer vers une production de 45 000 m3 jour. La prise d'eau de mer se fera à travers une conduite sous-marine d'environ 800 mètres, une conduite de rejet de 500 mètres également sous-marine, et il y a aussi une conduite de transfert de l'eau potable de 7 km 500. Un contractant assurera le service d'exploitation et de gestion des opérations de production et d'entretien de l'usine sera mis en place pour une période de 5 ans. La troisième question est relative à 2 projets d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie respectivement de 3 850 hectares à l'autorité des ports et des zones franches et une deuxième parcelle de 500 hectares au profit de la zone économique spéciale turque 6 à Doralé. La première parcelle est destinée à recevoir la Djibouti Free Trade Zone et la deuxième parcelle devrait accueillir des investissements turcs, notamment des entreprises, des industries légères et des services commerciaux. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de l'Éducation nationale. Cette parcelle est destinée à accueillir une école primaire. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant affectation de 7 parcelles de terrain, 6 dans les régions de l'intérieur, au profit du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage. Ces parcelles de terrain sont destinées à l'implantation des réservoirs qui seront conçus dans le cadre du projet transfrontalier d'approvisionnement en eau potable Éthiopie-Djibouti.
La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de 10 parcelles de terrain, 6 à Balbala, au profit du ministère de l'Intérieur. Cette parcelle ou ces parcelles de 400 m² sont destinées au site des points de regroupement des déchets. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2008-490, présidence du 24 juillet 2008. Cette parcelle, donc, qui a été retenue sur une parcelle accordée au Diwan Zakat, accueillera également un projet. La 9e question concerne un projet d'arrêté portant affectation et attribution du site de Erolé Smart Zone, situé dans la région d'Ali Sabieh. La ville intelligente ou Smart City est une zone en développement économique exclusivement dédiée aux industries innovantes et aux technologies de l'information et de la communication. Elle fait partie de la mise en œuvre du schéma stratégique intégré du secteur des TIC de Djibouti. Le but est de positionner notre pays comme un pôle privilégié pour les investisseurs dans les technologies de l'information et de la communication. La réalisation de la Smart City sera installée sur un site d'une superficie de 400 hectares, à Erolé, dans la région d'Ali Sabieh. Également à jour dans cette séance de Conseil des ministres, des projets de décret portant nomination d'un conseiller technique et de décret portant création et organisation de cadres institutionnels. 9 membres, donc représentants des différents secteurs, ont été désignés. Nous réécoutons le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. Un projet d'arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. 9 membres représentant différents secteurs ont été désignés. La 11e question concerne un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique auprès du ministre de l'Agriculture. Il s'agit de M. Tabarak Mohamed Ismail, chef de service de la programmation, du suivi et de la communication, qui est proposé au poste de conseiller technique du ministre de l'Agriculture. La 12e question est un projet de décret portant création et organisation du cadre institutionnel pour le dialogue entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Soucieux de redynamiser ce processus, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères ont entrepris une démarche commune pour actualiser ce cadre de dialogue afin de le simplifier et de le rendre durablement opérationnel. Le projet de décret proposé a pour objectif d'améliorer la coordination de l'aide au développement et de faciliter le dialogue avec le partenaire technique et financier. Le cadre de dialogue gouvernement-partenaire sera fondé sur 3 instances décisionnelles: un forum annuel sur le développement, un comité de coordination stratégique des groupes et des groupes sectoriels. Chaque instance dispose de ses propres fonctions, périodicité et composition. De plus, un secrétariat technique permanent sera chargé de la mise en œuvre opérationnelle du cadre de dialogue. Ainsi, le cadre de dialogue permettra d'associer les partenaires aux orientations stratégiques du gouvernement, de dynamiser l'effort de mobilisation de ressources et de faciliter la mise en œuvre des projets et s'accorder sur une approche commune de suivi, évaluation des stratégies et des opérations de développement. En fin de séance, le ministre du Travail a fait un rapport au Conseil de sa participation à la 3e session de la conférence des ministres du Travail de l'OCI à Jakarta du 27 au 28 octobre 2015. Eh bien, en bref et sans images, l'association des étudiants djiboutiens d'Égypte adresse un message appuyé à la politique du chef de l'État. Et dans leur message, ils ont écrit, je cite, « Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n'avez pas cessé d'œuvrer pour le développement de notre nation. » Et le combat que vous menez dans le cadre de la modernisation de notre pays est palpable avec la réalisation des méga-projets. Vous avez fait de notre pays un havre de paix, de stabilité dans une région tourmentée par les conflits. C'est avec un esprit de patriotisme que nous soutenons et demandons votre représentation à un nouveau mandat. Fin de citation. Également dans l'actualité, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, l'UNICEF et l'OMS, et l'appui financier du gouvernement du Japon, a démarré aujourd'hui la campagne nationale de la vaccination contre la poliomyélite. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Saleh Abdallah, a
a effectué une visite de terrain dans les centres de santé communautaires de Balbala 2, Hayabley et Denguela, accompagné du directeur des régions sanitaires, Hussein Mohamed Hussein, et du directeur des études de la planification, Mahad Hassan Ibrahim, ainsi que d'un représentant de l'UNICEF. Justement, donc, l'objectif de cette campagne de vaccination est de lutter contre la poliomyélite des enfants de 0 à 5 ans dans l'ensemble du pays. À Djibouti, et grâce aux efforts remarquables du gouvernement en collaboration avec les partenaires du développement, aucun cas de polio n'a été signalé. En même temps que les centres de santé de la capitale, les médecins-chefs des régions de l'intérieur ont également procédé au lancement de la campagne de vaccination qui va durer 5 jours dans tout le pays, jusqu'au poste de santé s'y rattachant. Qui va durer du 3 jusqu'au 7 novembre. Cette campagne consiste à vacciner les enfants c'est-à-dire des 0 jusqu'à 5 ans. Et on demande à l'ensemble de la population, surtout les mères, de veiller à amener les enfants dans les structures de santé. Ainsi, il y aura des équipes de vaccination qui vont passer partout dans le pays, c'est-à-dire dans tous les quartiers. Donc, nous demandons à faciliter le travail des agents de santé pour pouvoir mener une campagne digne d'une campagne de polio. Et nous souhaitons aussi également à la participation de toute la communauté. Santé toujours, où le ministère de la Santé a lancé une formation de 4 jours au profit des utilisateurs des ambulances médicalisées offertes par le gouvernement turc, et ce dans le cadre de la coopération djibouto-turque. Eh bien, l'agence de coopération turque, la TICA, a dépêché sur demande du ministère de la Santé une équipe spécialisée pour former les personnels médicaux, paramédicaux et les chauffeurs sur l'utilisation de ces ambulances. Le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Osman, a de son côté remercié le gouvernement turc pour son appui en matière de santé. Était présent le directeur des études et de la coopération internationale du ministère de la Santé, M. Mahad Ibrahim Hassan, le directeur des régions sanitaires, M. Hussein Mohamed Hussein, et le directeur de l'hôpital de Balbala, Madian Mohamed Saïd. Direction d'Ikil, où une cérémonie de sensibilisation sur l'abandon total de la mutilation féminine s'est déroulée dans la localité de Mouloud, et ce dans le cadre du programme de la promotion des protections de droits humains. Effectivement, une cérémonie donc de sensibilisation et de débat marquée par le biais de scènes, des sketchs et des poésies sur la mutilation génitale féminine, suivi d'un débat général avec la communauté de ce village, organisé par le comité de gestion communautaire de Mouloud en collaboration avec l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. On reste à Dikil toujours, où l'association des personnes non-voyantes s'est rendue à la ville de l'Unité. À leur arrivée, l'association a été accueillie par le préfet de la région, Mohamed Hassan Cheikhou. Et le président de l'association fut à un entretien dans un premier temps avec le préfet avant de rencontrer les associations des handicapés de la région. Et ce dans le cadre d'une prise de contact et de sensibilisation qu'a eu lieu une rencontre entre l'association djiboutienne des non-voyants et l'association des personnes à besoins spéciaux de la région de Dikil. L'objectif de cette rencontre était de recenser ou savoir toutes les personnes à besoins spéciaux de la région de Dikil, et ce afin d'améliorer leurs conditions de vie dans tous les domaines, à savoir la santé et l'éducation. Le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, et le président du conseil régional, Abdulrahman Younis Arre, en présence du président de l'association, Idriss Moumen Houch, ainsi que du secrétaire général de l'association, donc ont pris part à cette rencontre. Sport à présent, le championnat footballistique deuxième division a démarré hier après-midi au centre technique national de quartier 6. L'ambiance a été à son comble avec les jeunes venus de tous les coins du pays pour assister au premier match de la deuxième division. Un match qui a débuté par l'hymne national et les drapeaux de chaque équipe ont été exposés. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan, a donné le coup d'envoi. Les résultats des différentes rencontres sont les suivants. Pour l'équipe de la Cité Stade face aux gardes pénitentiaires, un score de 1 but partout. Et pour les équipes du CDC de quartier 7 face à Urad, le match s'est soldé sur le score de 2 buts à 0.
Et pour l'équipe de Horizon face à Anguilla, la rencontre a pris fin avec une victoire de l'Horizon sur le score de 3-2. 2016 par le championnat de deuxième division. Le premier match s'est déroulé à 15h et a opposé l'équipe de Stade contre l'équipe de Quart 5 et soldé un partout. Le deuxième match que vous venez d'assister oppose celle de Belbra et celle de Quart 7. Ceux-ci sont le match de la deuxième division. Demain aussi, il y a des matchs qui sont prévus l'après-midi. Je voudrais profiter de cette occasion et dire à l'ensemble de la famille du football djiboutien que la saison 2015-2016 est lancée. Je le souhaite aussi une bonne année sportive, une année de fair play, une année de réussite et que le meilleur gagne. Nous vous emmenons à Tadjoura, la ville blanche, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, a eu une rencontre dont l'objectif consistait à faire le tour des réalisations achevées et à venir en faveur du développement de la jeunesse de la région de Tadjoura. Le secrétaire d'État a honoré de sa présence la soirée dédiée à la journée nationale et africaine de la ville blanche. Parmi les invités d'honneur, la ministre de la promotion de la femme, Hasna Berkhad, le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le représentant du conseil régional, Ahmed Maki, plusieurs parlementaires de la région, dont les députés Abdelkader, Fatoum Mohamed Kamil ou Mohamed Youssouf, la secrétaire générale de l'UNFD de Tadjoura, Amina Halato. Actualité hors de nos frontières à présent, 2 jours après le crash d'un Airbus d'une compagnie russe dans le Sinaï égyptien, et alors que l'enquête ne fait que commencer, de plus en plus d'éléments rendent plausible la piste de l'attentat terroriste. Accident ou attentat, le mystère reste entier. 2 jours après le crash d'un Airbus A321 de la compagnie russe dans le désert du Sinaï, qui n'a laissé aucun survivant parmi les 224 passagers et membres d'équipage, selon un expert militaire. Pour ce qui est d'une bombe dans l'avion, quelle que soit sa taille, si elle expose à 10 000 mètres d'altitude, l'avion est complètement désintégré en raison de la pressurisation. Ce lundi, un expert cité par le très sérieux quotidien russe commerçant évoquait de son côté un scénario à la Lockerbie, à l'attentat à la bombe qui avait été dissimulée dans une valise contre un avion de la Padam qui a fait 270 morts en Écosse en 1988. Et à l'étranger toujours, la Chine et la France sont tombés d'accord pour parvenir un accord ambitieux et juridiquement contraignant à la COP 21, la conférence de Paris sur le climat. Ces engagements feront l'objet d'un mécanisme de suivi. Pékin et Paris se sont mis d'accord hier pour parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant à la COP 21, la conférence de Paris sur le climat qui se tiendra en France à partir du 30 novembre. Selon cet accord annoncé dans une déclaration commune des présidents chinois et français, les engagements des 2 États devront faire l'objet d'une revue complète tous les 5 ans sur le progrès accompli. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.